Merci Madame Maréchal Le Pen. La parole est à Monsieur Olivier Falorni pour le groupe RDP. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, il y a un an, nous avions voté ici même la loi de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles. Aujourd'hui, vous nous proposez de jouer la scène 2 de l'acte 3 de la décentralisation. Ce mouvement, mené pas à pas, jalonné par la création des communautés de communes en 1992, et je pense d'ailleurs à ce ministre charentais-maritime, Philippe Marchand, qui à l'époque était place Beauvau et qui y a contribué, et ce n'est pas Dominique Bussereau qui me démentira, et l'avènement de la République décentralisée en 2003, il est de notre responsabilité de le poursuivre. Alors le texte que nous avons à débattre et qui fait discussion depuis plusieurs semaines est ce projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. Son ambition, elle est grande. Mettre fin aux différentes couches que nous avons empilées depuis 1789, qui forment un ensemble illisible et coûteux. C'est pourquoi, 40 ans après, il n'est pas vain de revenir sur la réforme instituant les établissements publics régionaux, ancêtres de nos régions, consacrés par la grande réforme Defferre de 1982. Il faut donc mettre fin à ce qui rend illisible l'action publique et faire que l'organisation territoriale de notre pays soit enfin plus claire. C'est pourquoi notre débat, qui se focalise logiquement sur la fusion des régions, aspect le plus médiatique de la réforme, devra aussi et surtout aborder plus tard la clarification des compétences avec la suppression de la clause de compétence générale, la suppression des conseils départementaux et enfin, peut-être et surtout, l'affirmation des intercommunalités qui deviendront le véritable échelon de proximité de la nouvelle administration territoriale. En moins de 10 ans, plusieurs rapports se sont succédé pour préconiser le regroupement des régions. Rapport de la mission d'information de la Commission des lois de l'Assemblée nationale en octobre 2008. Rapport du Comité pour la réforme des collectivités territoriales, présidé par Édouard Balladur, en mars 2009. Rapport de la mission sénatoriale temporaire sur l'organisation et l'évolution des collectivités territoriales en juin 2009. Puis, le dernier, en octobre 2013, qui propose de réduire le nombre de régions à 8 ou 10 entités. C'est le rapport des sénateurs Jean-Pierre Raffarin et Yves Cratinger au nom de la mission commune d'information sur l'avenir de l'organisation décentralisée de la République. Chacun de ces rapports a mis précisément le doigt où la République décentralisée souffre. Elle souffre en premier d'un manque d'efficacité réelle de l'action publique et en second d'une confusion des rôles réciproques de l'État et des territoires et collectivités. L'extrême complexité du paysage actuel affaiblit la légitimité des collectivités au regard des entreprises et des citoyens. Et c'est pour cela que je pense que cette réforme est utile. Utile pour les entreprises. Oui, cette réforme est juste, elle est utile et les attentes vis-à-vis des entreprises sont très fortes. Elle doit permettre une plus grande efficacité. Elle doit être un outil de simplification pour les entreprises, souvent perdues dans le dédale administratif. Elle doit aussi permettre l'application des règles au plus près des territoires.
Alors la vraie question que nous devons nous poser, elle est celle-ci. A-t-on besoin d'un service économique installé et piloté dans les régions, dans les départements, au sein des intercommunalités et même dans les grandes villes? Ce doublonnage entre les services de l'État et ceux des collectivités, la multiplication des guichets, des subventions, des aides fiscales, décourage les entreprises qui finissent par renoncer. La décision est éparpillée à travers les différentes couches de notre organisation territoriale. En supprimant la clause de compétence générale pour laisser la région chef de file en matière économique, nous faciliterons et accélérerons la réalisation des projets. Oui, la région est l'instance des choix stratégiques qui doit préparer le territoire régional dans le contexte de la concurrence entre les territoires, préparer les entreprises à la compétition du XXIe siècle, notamment grâce à la recherche et aux aides à l'innovation et au développement économique. Cette réforme est utile pour les entreprises, elle l'est aussi pour le citoyen. L'incompréhension face à l'organisation territoriale de la République est encore plus forte pour les citoyens que pour les entreprises. Cette réforme du territoire, à l'ère de la croissance limitée, doit permettre aux citoyens de renouer avec une meilleure qualité de vie. En faisant émerger une action publique directe et cohérente, en défendant une simplification de l'organisation territoriale de la République, afin de savoir qui fait quoi et d'améliorer les services rendus, les citoyens seront enfin reconnus dans une administration où ils se sentent souvent laissés pour compte. Donner du sens à notre territoire, c'est l'adapter à notre cadre de vie quotidien. Ce texte se veut donc ambitieux et je m'en félicite. Il réforme un service public extrêmement construit pour que le citoyen soit mieux pris en charge, mais il doit permettre aussi de réaliser des économies. Je ne suis pas sûr que nous parvenions à réaliser des économies à court terme. Cependant, la réforme devrait être source d'économies substantielles à plus long terme. En regroupant les achats entre régions et départements, dont le montant s'élève à 7,6 milliards, ainsi qu'en réduisant les normes et les doublons. La question que j'ai posée il y a quelques minutes sur l'existence d'un service économique à chaque échelon décentralisé illustre parfaitement la situation dispendieuse de notre organisation territoriale. Cette compétence, aujourd'hui partagée entre toutes les collectivités, représente 33 milliards de dépenses et 14 500 emplois. Demain, cette réforme et le transfert du développement économique aux seules régions permettront des économies de l'ordre de 10%, soit tout de même 3,3 milliards d'euros. Mais, nous le savons bien, les plus grosses économies devraient être réalisées dans le cadre du deuxième volet de la réforme territoriale, en réaffirmant le rôle des intercommunalités. Le nouveau seuil, qui passe de 5 000 à 20 000 habitants minimum, devra permettre de créer des territoires en adéquation avec les bassins de vie et de réduire les doublons entre ces intercommunalités et les communes. Enfin, la suppression des conseils départementaux avec le transfert de leurs compétences aux intercommunalités et aux régions devra logiquement permettre des économies d'échelle. Prenons l'exemple de l'éducation. Il y a aujourd'hui une direction des lycées à la région, une direction des collèges dans chacun des départements qui la composent, ce qui fait, par exemple, en Poitou-Charentes, 5 directions chargées de l'éducation. Demain, quand les régions auront récupéré la gestion des collèges, il n'y aura plus qu'une seule direction des collèges et des lycées. Bien que cette redistribution des compétences constitue le socle de la réforme territoriale, il faut nous assurer aussi de la pertinence de cette nouvelle carte qui doit être adaptée aux réalités du terrain. C'est aussi là l'essentiel. Les régions, déjà gestionnaires des fonds européens, véritables outils budgétaires pour aménager les territoires, accroître la compétitivité et renforcer la cohésion sociale,
verront leurs compétences stratégiques se renforcer, que ce soit en termes de planification et d'aménagement de l'espace ou de développement économique. Aussi, les régions devront s'assumer seules, sans l'aide de l'État, sur un territoire où les liens entre elles, les intercommunalités, les communes et les citoyens seront le gage de la réussite de cette réforme. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut que cette réforme procède d'une vue d'ensemble et tienne compte de facteurs essentiels, au premier rang desquels se trouvent l'histoire, la géographie, les mobilités entre bassins de vie et bassins économiques. Ce que nos collègues du Sénat ont simplement rayé d'un amendement en première lecture. Alors oui, le Sénat a vidé de sa substance ce projet de loi. Nous avons ainsi la responsabilité aujourd'hui de rétablir le premier article, ce qui ne veut pas dire rétablir la carte telle qu'elle figurait dans le texte initial. Et à cet égard, mes chers collègues, il y a des moments de satisfaction et de réjouissance dont il faut savoir profiter. En commission développement durable, saisie pour avis, j'avais proposé un amendement de fusion du Poitou-Charentes avec l'Aquitaine et le Limousin. J'avais mesuré à ce moment-là l'intérêt du rapporteur Florent Boudier, le Girondin qu'il est ne pouvant que s'accorder avec le Charentais que je suis pour cette union de cohérence et de bon sens. Je défendrai ce même amendement de fusion Poitou-Charentes, Aquitaine-Limousin au cours du débat, et je sais que je ne serai pas le seul sur tous les rangs de cet hémicycle, que ce soit au sein du groupe socialiste comme du groupe UMP. Et je veux d'abord rappeler que c'est dans l'hémicycle que se vote la loi et nulle part ailleurs. Je me suis réjoui de voir le groupe socialiste qui allait proposer un amendement similaire. Mais je souhaiterais néanmoins rappeler à Monsieur le ministre, comme l'a fait le président Schwarzenberg au nom du groupe de RDP, que la majorité, elle est diverse et que les amendements des partenaires doivent être traités et considérés avec le même égard et la même attention. Car tout concourt au rapprochement du Poitou-Charentes et du Limousin à l'Aquitaine. D'abord l'histoire. Si vous me permettez de rappeler que depuis le XIIe siècle, Aliénor d'Aquitaine, la célèbre Aliénor, qui régnait sur un vaste territoire, allant de la Loire jusqu'aux Pyrénées, englobant notre belle région Poitou-Charentes, c'est là nos relations avec le Bordelais. Elles ont persisté au fil des siècles pour être encore très fortes aujourd'hui. Bordeaux est la métropole incontestée de notre future région et sera le fer de lance des politiques économiques créatrices d'emplois pour un aménagement du territoire au service des citoyens. La cohérence littorale de l'arc atlantique, avec son économie tournée vers la mer et ses deux grands ports maritimes, Bordeaux et La Rochelle, n'est plus à démontrer. Les grandes industries de la plaisance, la conchyliculture, le tourisme sont autant d'éléments qui scellent le destin de nos territoires. Et puis, la presse régionale. À La Rochelle, en Charente-Maritime, nous lisons Sud-Ouest. Nous ne lisons pas Ouest-France ou la Nouvelle République du Centre. Le Sud-Ouest, c'est aussi le climat de type aquitain qui permet de faire pousser la vigne, des vins charentais comme du cognac. Et puis, La Rochelle, c'est aussi une terre de rugby, valeur 1000 fois partagée avec l'Aquitaine. Et puis les grandes entreprises nationales, les administrations, les juridictions dont dépend la région Poitou-Charentes, elles n'ont pas attendu la réforme pour s'inscrire dans cette carte. RFF, la SNCF, les fédérations professionnelles, la Chambre régionale des comptes, la Cour administrative d'appel, les consulats, ils ont tous déjà choisi Bordeaux. Alors le choix semble s'imposer de lui-même face au scénario initial qui, pour la région Centre, Limousin, Poitou-Charentes, indiquait comme seul argument un réseau routier
renforçant les interconnexions, notamment avec la région capitale. Tout cela était bien mince pour engager nos territoires dans une réforme qui doit dessiner notre organisation territoriale pour les décennies. Alors, mes chers collègues, soyons ambitieux et répondons ainsi à la volonté affichée de la réforme d'adapter la carte des régions aux réalités des bassins de vie et des bassins économiques afin de rendre plus efficaces les politiques d'investissement sur ces nouveaux territoires. Mes chers collègues, faisons du Sud-Ouest une grande région avec l'Aquitaine, avec le Limousin et avec le Poitou-Charentes. Je vous remercie.